Bonjour à tous, je suis Cédric Mayor, doctorant à l'Université Lyon 3 au sein du laboratoire Marge. Je suis fait une thèse de CIFRE avec l'agence Plus de Sens et je rédige actuellement une thèse, je suis en 3e année, sur la représentation numérique du football. Et c'est en ce sens aujourd'hui que nous allons parler des formes et des enjeux des avatars dans ces représentations numériques du football, ces représentations vidéoludiques que sont FIFA, PES et Football Manager. Nous allons donc particulièrement parler du rôle de l'avatar, du rôle du footballeur virtuel et de quelle manière est représentée l'éclosion et le déclin du sportif virtuel. Dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est un avatar de jeu vidéo selon la définition de Étienne Armand Amato, qui définit les avatars comme des entités diégétiques manipulables, pilotables ou modifiables prises en charge par le gamer. En effet, dans cette présentation, on va vraiment faire la distinction entre le gamer, c'est-à-dire l'individu qui joue aux jeux vidéo, et le joueur, c'est-à-dire le footballeur avatarisé, modélisé dans les représentations vidéoludiques du football, que sont Pro Evolution Soccer, FIFA et Football Manager. Cette définition, elle fait écho à l'origine du mot avatar, avatara, concept hindouiste qui signifie la descente du ciel, l'incarnation d'une divinité sur Terre. Et dans l'avatar du jeu vidéo, il y a vraiment cette notion d'incarnation d'une entité dans ce monde numérique et qui est manipulable par le gamer dans la limite des possibilités offertes par le jeu, dans la limite du gameplay. L'une des particularités des jeux vidéo de sport et des jeux vidéo de football, c'est de vouloir représenter le monde du foot tel qu'il existe réellement à un moment donné. C'est-à-dire qu'on y retrouve les équipes qui existent dans la réalité, on y retrouve les compétitions, on y retrouve les joueurs, et au-delà de simples bases de données, on a également les représentations, des représentations graphiques très poussées de tous ces éléments. C'est-à-dire que les joueurs sont représentés de manière pour la plupart très précise, avec les coupes de cheveux, les détails de peau, parfois même la façon de se comporter sur le terrain, les mouvements. Et cela montre que l'existence des vedettes du foot, elle existe sur le terrain par rapport à leur performance, bien entendu, elle existe dans les médias, dans le discours médiatique, mais elle existe aussi dans les jeux vidéo où on essaye vraiment de reproduire au plus proche de la réalité les footballeurs en question. Et c'est pour ça qu'on parle finalement d'avatar, puisque tous ces avatars représentent des joueurs, souvent vedettes, existant dans la réalité. Ça montre aussi que dans ces jeux vidéo, on essaye davantage de s'identifier aux avatars qu'aux équipes, comme le dit le chercheur Alexandre Hockey. C'est une logique qui met davantage en avant les caractéristiques individuelles, qui met davantage en avant les avatars que finalement l'esprit d'équipe qui est assez négligé dans ces jeux. On voit que c'est un sacré argument marketing, ces avatars justement, puisque grâce aux licences que achètent les éditeurs, ça leur permet de reproduire tous ces joueurs dans les jeux. Souvent, les clubs sont partenaires des éditeurs. On va prendre ici l'exemple du Paris Saint-Germain, partenaire de Electronic Arts et donc du jeu FIFA, ainsi que du FC Barcelone, partenaire de Konami, éditeur de Pro Evolution Soccer. C'est intéressant parce que ces deux équipes se sont affrontés en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe en février dernier, et si avec un petit peu d'attention on regardait les contenus publiés sur leurs réseaux sociaux, on voyait que la seule image du match que nous avions pendant les live tweets, c'était pas des captures d'écran télévisées ou des photos prises au bord du terrain, mais les avatars des footballeurs dans ces jeux vidéo. Alors on peut voir ici deux visuels qui étaient mis en ligne avant le match où on voyait les 11 joueurs qui allaient être alignés sur le terrain de chaque côté. Et on voit que d'un côté, du côté du PSG, nous avions les joueurs du Paris Saint-Germain représentés tels qu'ils sont dans le jeu FIFA 21, alors que sur la page du FC Barcelone, nous avions ici Gérard Piqué, tel qu'il est dans le jeu Pro Evolution Soccer. Donc il y a vraiment une sorte de télescopage entre la réalité et le virtuel. Les frontières se brouillent un petit peu et les avatars prennent la place de leur propre modèle. Chaque joueur est représenté visuellement, mais aussi représenté à travers un ensemble de données, un ensemble de data
qui sanctionne les compétences réelles des joueurs pour qu'elles soient appliquées dans le jeu. Si en effet un footballeur dans la réalité est très fort en dribble, mais il faut qu'il le soit dans le jeu aussi. Et pour cela, il y a un système de notes qui va dans FIFA et dans PES de 1 à 99, et ces notes sont mises à jour chaque semaine en fonction des caractéristiques réelles des joueurs. Et là, on a l'exemple d'un contenu publié sur les réseaux de l'Olympique Lyonnais, lorsque le joueur Bruno Guimaraes était très en forme, il a eu le droit à des notes augmentées dans le jeu, ce qui a été directement relayé sur les réseaux sociaux de l'Olympique Lyonnais. Melhorei muito no drible, vocês perceberam? Estou muito feliz com essa nova carta. Eu diria o chute, posso melhorar minha finalização para marcar ainda mais gols. Donc cette petite vidéo est là encore assez éloquente car elle montre que la manière de montrer qu'un de ces joueurs a été brillant sur le terrain est sa note augmentée, en tout cas temporairement, dans le jeu FIFA. Et lui-même, le joueur est content de sa note comme il le dit et qu'il souhaiterait augmenter dans tel domaine pour vraisemblablement avoir de meilleures caractéristiques à l'avenir en tir, par exemple, dans les jeux. Et on peut d'ores et déjà distinguer 3 types de données qui sont intégrées dans ces bases de données dans les jeux vidéo de football. Alors on a les données descriptives qui nous permettent tout simplement de dire que pour reprendre l'exemple précédent, que Bruno Guimaraes est un bon joueur en tir ou est un bon joueur technique ou alors qu'il est peut-être moins fort sur les tacles glissés. Il y a un côté très descriptif et c'est là que les jeux vidéo prennent aussi un aspect de médiation entre le monde du football réel et le monde du football virtuel. Le jeu vidéo retranscrit de façon numérique dans tous les sens du terme, aussi à travers les bases de données, une réalité. Mais ces données, elles sont aussi performatives, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont tellement puissantes, notamment dans le jeu Football Manager, les bases de données sont tellement immenses, il y a tout un ensemble de scouts, d'individus qui, à travers le monde, mettent à jour ces bases de données et finalement font le travail de recruteurs. Et en ce sens, certains clubs sont partenaires de l'éditeur Sport Interactive pour avoir un accès avancé à cette base de données pour qu'ils s'en servent pour le recrutement de joueurs bien réels dans leur club. Mais nous, ce qui nous intéresse particulièrement maintenant, c'est les données prédictives, c'est-à-dire que les données que nous avons là, à travers les algorithmes des jeux, elles imaginent aussi le futur et donc éventuellement les meilleurs joueurs de demain ou pour savoir à quel moment un joueur va devenir moins performant parce que l'âge avance par exemple. Cette donnée prédictive, elle suit quand même un carcan, un squelette particulier. Elle se base finalement sur la carrière réelle d'un joueur de foot. Elle estime à partir de compétences qu'elle a déjà chiffrées si un joueur évoluera ou non à partir d'un certain âge. Donc ces bases de données des jeux vidéo, elles irriguent le réel, mais on la retrouve également dans le discours médiatique et on retrouve la data visualisation que l'on connaît désormais très bien grâce aux jeux vidéo. Alors là, j'ai pris l'exemple de SofaScore et de TransferMarket qui sont 2 sites accessibles gratuitement par tous. Et on voit notamment sur SofaScore les performances des joueurs dans chaque match sont sanctionnées, là encore par des notes et à travers un calcul d'un algorithme, un calcul mathématique. Le site détermine sur un graphique en toile d'araignée quelles sont les meilleures caractéristiques des joueurs, s'il est meilleur en attaque, meilleur techniquement. Et donc cette visualisation des caractéristiques physiques et techniques du footballeur, qui était très propre aux jeux vidéo, est aujourd'hui entrée dans le discours médiatique, dans les représentations que l'on a du football réel et là de la performance réelle. Aujourd'hui, l'imagerie numérique est totalement intégrée dans la représentation télévisuelle du football et donc dans l'imaginaire de la plupart des supporters de football. Là où ça va encore plus loin, c'est avec finalement la représentation de ces avatars qui finissent par même précéder le réel. C'est la précession des simulacres de Jean Baudrillard. Et l'idée est de savoir aujourd'hui si ces simulacres continueront d'être la norme, deviendront une norme, et si finalement cette représentation numérique du football deviendra dominante devant le spectacle sportif
On peut encore plus se poser la question en ce moment où les stades sont vides, où on remplace les spectateurs par des sons enregistrés et par une nouvelle imagerie virtuelle, à savoir donc si le futur du football n'est donc pas déjà dans les représentations vidéoludiques de ce sport. Je vous remercie pour votre attention et je reste évidemment disponible si vous voulez échanger autour de ces sujets.